invité avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Louis Defels est avec nous, directeur général et directeur des gestions de Gay-Lussac Gestion. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Jean-François Fossé est également avec nous, le directeur de la gestion multi-actif d'Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Grégoire. Et Alain Duré nous accompagne, chef économiste Europe de Natixis CIB. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Bienvenue messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Alain, est-ce que tout est à refaire entre l'Europe et les États-Unis après l'accord douanier trouvé au début de l'été qui avait permis quand même d'implémenter un taux de tarifs douaniers américains bien supérieur à celui qui prévalait auparavant, mais qui mettait fin à l'incertitude d'une certaine manière. Est-ce qu'on repart dans le brouillard tarifaire avec une administration Trump visiblement qui ne se prive pas de réactiver cette arme des droits de douane pour à chaque fois des raisons particulières. En l'occurrence, cette fois-ci, il s'agit du Groenland. Alors, je pense que personne n'a été dupe au mois d'août, après l'accord qu'on a atteint des 15%, sur l'instabilité de ces tarifs. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les minutes de la Banque Centrale Européenne, en juin, il disait les risques au scénario de croissance sont un peu plus équilibrés. Et cette notion-là a été retirée des minutes à partir de septembre et revenait en boucle le risque d'incertitude et d'escalade des tarifs. Donc je pense que tout le monde s'attendait à une certaine instabilité. Maintenant, les raisons de cette nouvelle menace sont à éclaircir, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si on a une hausse de 10% des tarifs par rapport aux 15 que l'on a déjà, on revient un peu au scénario adverse, sévère que la BCE avait dans ses projections au mois de juin. Donc ça pourrait retirer en fait 0,2-0,3 points de croissance, alors qu'on prévoit une croissance de 1,2% en termes réels cette année. Il faut savoir que les 4 pays de la zone euro qui sont concernés, donc France, Allemagne, Finlande et Pays-Bas, c'est quand même 48% du PIB de la zone euro. La moitié. La moitié. Ouais. Plus les effets indirects du commerce de ces pays-là vers les pays scandinaves concernés, qui, eux, exportent par ailleurs aux États-Unis. Donc, c'est quand même une arithmétique assez complexe. Ouais. On a... comment dire ? L'option de la désescalade, c'est une option que l'Union européenne peut continuer de privilégier aujourd'hui, Alain ? Je pense que ça devient de plus en plus délicat et difficile, parce que là, le nouvel instrument, comme il a été présenté anti-coercition, c'est sa crédibilité qu'on est en train de jouer. Donc je pense qu'effectivement, là maintenant, ça va être difficile de faire le dos rond et d'attendre que la tempête se calme. Donc il y a un aspect de crédibilité politique qui peut l'emporter dans cette nouvelle tension ou cette nouvelle passe d'armes entre l'Europe et les États-Unis. Je me souviens qu'au moment du premier débat tarifaire, beaucoup d'économistes expliquaient attention à la surenchère. C'est-à-dire, la surenchère ne servirait pas l'Europe, notamment sur le plan économique. Et l'idée était plutôt, et Christine Lagarde l'avait formulé de manière assez explicite, il faut trouver l'apaisement avec Donald Trump. L'Union européenne n'a aucun intérêt à s'embarquer dans une escalade et une surenchère tit for tat tarifaire avec les États-Unis. Mais je pense que c'est le risque principal. Effectivement, du point de vue économique, s'il y a réciprocité et réaction tarifaire, je veux dire, du côté européen, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir plus d'inflation et moins de croissance. Donc effectivement, après, où s'arrête-t-on en termes d'équilibre ? Maintenant, quand on voit les annonces de certains dirigeants européens, notamment Giorgia Meloni en Italie, qui sont quand même assez vindicatifs et assez remontés, il y a un risque que le politique l'emporte sur l'économique. Ouais, c'est ça. Du point de vue de la Banque Centrale Européenne, donc vous dites retour à la case départ, mais ça veut dire que une situation comme celle-là, si au-delà de l'incertitude qu'elle génère, venait à matérialiser une nouvelle couche de tarifs, au moins pour un temps, sur ces 4 pays de la zone euro et 8 pays de l'Union européenne, ça redeviendrait une mission ou un job pour la Banque Centrale Européenne, Alain ? Nous, dans nos prévisions, depuis maintenant quelques mois, on dit à conjoncture inchangée, la Banque Centrale Européenne ne devrait pas augmenter les taux
pendant l'année 2026. Ni les baisser ni les augmenter. Ni les baisser ni les augmenter, mais avec un biais à la baisse. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que si vous regardez, vous avez une hypothèse de Brent à $62 au lieu de 65 et un euro-dollar à 1,20, vous retirez entre 0,2 et 0,3 points dans les projections d'inflation de la BCE. Et donc très loin de la cible de la BCE. Maintenant, ces tarifs-là auront vocation à augmenter le taux de change effectif, donc une appréciation qui n'intervient pas au bon moment, et donc effectivement pourrait pousser la Banque Centrale Européenne à intervenir. Ah ouais. Bon. Jean-François, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation du point de vue des marchés globaux ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous retenez du price action, de la réaction de ces grands marchés globaux, des grands marchés macro, après ces nouvelles menaces tarifaires de Trump ? Oui, sur la price action sur les marchés, pour l'instant, ça reste quand même très mesuré. Ouais. Un VIX à 20, ça n'a rien d'extraordinaire. On a les indices qui sont les plus exposés au travers de leurs valeurs qu'elles détiennent, donc notamment le CAC 40 qui baisse un peu plus que d'autres indices. Après, voilà, le dossier il est quand même assez épineux d'un point de vue politique, même si l'Europe souhaite utiliser son outil d'armes nucléaires, le bazooka. Exactement. En fait, en pratique, c'est quand même assez compliqué, parce que il y a quand même déjà 3 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, qui sont pas forcément très d'accord sur comment l'utiliser. L'Allemagne, c'est un vrai sujet, parce que pour le coup, ils ont entre guillemets plus à perdre que la France si jamais on repartait dans un conflit commercial. Il y a Je rappelle, juste petite parenthèse sur le bazooka, c'est entamer une guerre sur les services. C'est-à-dire que les États-Unis sont massivement excédentaires en termes de services exportés vers l'Union européenne, que ce soit des services numériques, mais aussi des services financiers. Et donc, tout l'objet de ce bazooka est de monter des barrières face aux services numériques et ou financiers américains. Est-ce qu'on est prêt à se priver de Microsoft, Google, Apple ? Enfin, c'est la question qu'il faut se poser à la fin de la journée quand on manie ce genre d'arguments et d'armes, en l'occurrence. Exactement. Et en plus, ça offre un front occidental vis-à-vis de la Chine qui est quand même relativement éclaté si jamais on partait sur cette option-là. L'Europe a besoin aussi des États-Unis vis-à-vis de la question ukrainienne. Donc en fait, c'est une espèce de plat de spaghetti qui est quand même bien mélangé. Et côté États-Unis, il y a aussi les midterms qui vont arriver. Il y a aussi le fait qu'il y a un jugement de la Cour suprême qui est censé arriver sur le fait est-ce que c'est légal ou pas sur les précédents tarifs imposés. Donc ça aussi, ça rentre quelque part dans l'équation. Donc résultat, à court terme, on reste dans l'idée du taco, donc le fameux Trump qui essaie de pousser pour derrière renégocier. Et probablement que même si on utilise le fameux outil côté européen, il y a forcément aussi une phase de négociation, parce que ça va s'étaler sur à peu près 6 mois. Il faut que ça passe côté commission, après il faut que ça soit voté au Conseil. Majorité qualifiée, bien évidemment, ils vont quand même aussi négocier. Bien sûr. Donc voilà, même si on parle du 1er février, ça va s'étaler avec des rebondissements potentiels. Donc voilà, ça va un petit peu animer l'année. Après, est-ce que ça va faire l'année 2026 ? Je pense qu'il y a un bon point d'interrogation là-dessus. Ouais. Alors que les institutions comme la BCE, comme le soulignait Alain, s'étaient préparées au risque d'instabilité, de persistance de l'instabilité tarifaire, c'est une chose. Dans les marchés, j'ai quand même l'impression qu'on abordait cette nouvelle année 2026, après la première année de Trump, avec l'idée que, au moins sur le plan tarifaire, le pic de la radicalité était derrière nous. Oui, sachant qu'on est un peu pris à contre-pied. On a fait énormément de chemin par rapport aux attentes qu'on avait, qui étaient quand même assez élevées, pour arriver peut-être un peu trop bas. C'est le principe des attentes. Souvent, on est soit dans l'excès, soit dans le pessimisme, mais rarement à la moyenne. Donc là, effectivement, ça remet un peu d'eau dans le gaz, enfin de gaz dans l'eau pour le coup. Mais oui, on cherchait clairement dans le scénario de l'année, qu'est-ce qui pourrait potentiellement mal se passer. Trump, ça fait partie, je dirais, du facteur difficile à anticiper. Ça commence dès le mois de janvier. On a eu un début janvier déjà. Oui, bien sûr. Du Venezuela au Groenland, mais il est quand même pro-business. On n'est pas à l'abri aussi qu'ils prennent des positions par rapport à Sonos Flow. Je vous rappelle que quand il y a vu le jour de la libération, il avait envoyé
un petit tweet pour dire c'est le moment d'acheter. Ah oui. Je crois pas qu'il l'ait dit encore Non. pour l'instant. Mais c'est vrai que face au peut-être le TACO, signal. alors TACO, ça a été l'acronyme de 2025, Trump Always Chickens Out. Je mets en face de TACO un autre acronyme, alors qui a été créé par un économiste américain, Ethan Harris, qui est économiste notamment à Bank of America, Fed Watcher s'il en est, et qui lui propose TATA. Trump Always Tries Again. C'est-à-dire que oui, il est capable de recul tactique, mais c'est parfois pour mieux revenir à la charge. C'est vrai que là, en tout cas, dans le domaine tarifaire, ça fonctionne. Vis-à-vis de la Fed, ça fonctionne. Quand on pense qu'il se calme, c'est parfois pour mieux revenir aussi à la charge derrière. On aura peut-être l'occasion de dire un mot de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Vos commentaires, bien sûr, sur tout ça, Louis. Et la réaction des marchés. Non, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on reprend 2025, un peu après Liberation Day, parce que c'est vrai que pendant tout Liberation Day, on avait révisé à la baisse la croissance US, et pendant tout le reste de l'année, on n'a fait que la réviser à la hausse. Également pour 2026, il y a plus de 2% de croissance, si ce n'est même plus pour la croissance US. Et le vrai débat qu'il y avait l'année dernière, c'était quid des impacts tarifaires sur la croissance US, et notamment la consommation, qui devait être compensée par la fameuse plan de relance triple B américain. Donc tout le débat, c'était de dire est-ce que c'est de l'inflation temporaire ou pas. Oui, est-ce qu'il y aura un choc d'offres et qui va faire baisser la demande, donc la baisse des taux longs. Et c'est vrai qu'on était arrivé à peu près à la fin de ce combat. Ça fait quasiment 3 ans depuis le début de l'année qu'on voit plutôt des stats d'inflation qui sont plutôt meilleurs, avec des taux longs qui avaient tendance un tout petit peu à stabiliser, à baisser, ce qui est un peu un taux d'équilibre, allez, entre 4,10, 4,20. Et là, c'est vrai que la semaine dernière, coup de théâtre de nouveau entre un éventuel changement de tête de leader pour la Banque centrale, que c'était avant Kevin Bennett. Hassett. Pardon, merci. Là, c'est un autre Qui a lui-même dit, Kevin Hassett, que visiblement, il allait plutôt rester à son poste aujourd'hui comme président du National Economic Council. Voilà, il passait très bien à la télé, donc oui. C'est bien qu'il y reste. Donc voilà, donc c'est vrai qu'entre ça et le ground, donc le problème, c'est que là, les taux, bon, là, c'est fermé aujourd'hui sur les taux aux États-Unis, mais on est remonté à 4,23, et donc tout de suite, ça a un impact forcément sur la valorisation des entreprises. Donc c'est un peu pénible parce que c'était vraiment ce combat entre ceux qui pensent que c'était très court terme et ceux qui pensaient que ça allait avoir un impact. Donc voilà, donc c'est relancé. J'ai l'impression qu'on revit les mêmes histoires. Donc voilà, donc espérons que c'est juste du taco plutôt pour se dire allez j'essaye parce que là il y a le forum de Davos qui commence, donc on va taper fort pour pouvoir aller mieux négocier parce que normalement le président on arrive avec Trump, des cadeaux plein les bras. Voilà, arrive les cadeaux plein les bras. En plus, voilà, il y a l'avis de la Cour suprême qui arrive, donc il essaie peut-être de maquiller tout ça. Espérons en tout cas que voilà, en tout cas clairement on l'a vu dans le passé, février puis juin, on a encore le temps. Il y a de grandes chances, en tout cas je l'espère pour les marchés actions, que ça sera décalé. Mais à minima, c'est quand même un niveau d'incertitude, en l'occurrence tarifaire, qui remonte d'un cran, quoi. Non, c'est vrai que c'est pénible, parce que la plupart des sociétés s'étaient réadaptées. On pensait que c'était assez nouveau. C'est vrai que, comme dit Alain, c'est vrai qu'on pensait que Trump ne fera jamais quelque chose d'autre. Il ne fallait pas se tromper. Mais... Non, mais on saluait la résilience des entreprises en fin d'année. On va avoir toutes les publications annuelles. On saluait la résilience des entreprises à travers justement cette augmentation majeure des tarifs et ces entraves à entre guillemets à la mondialisation. J'ai donné un exemple plus microéconomique, c'est comme notre savoir-faire chez Gay-Lussac, c'est le stock picking action. Par exemple, là au forum Odo, on a vu une société que beaucoup de connaissent qui s'appelle Rational, qui fait des fours pour les professionnels. Donc c'est très bien, dans tous les restaurants de Paris, vous les voyez, c'est des grands fours, etc. Le problème, c'est qu'ils ont une grande partie de leur chiffre d'affaires aux États-Unis, donc ils ont pas mis complètement les tarifs qu'ils ont eu, ils en ont remis une certaine partie, mais pas tout. Donc il y a eu un impact sur la marge en 2025, complètement assumé. Donc le titre a subi un énorme re-rating, c'est une des plus belles valeurs avec des très forts retours sur capitaux employés. Donc il y a eu un gros dé-rating de la société. Là, ça allait mieux, ils ont dit ça, la croissance repart, ils ont fait de l'innovation, ils ont fait la productivité, ils ont tout fait pour que ça aille mieux. Et là, ça y est, qu'aujourd'hui, de nouveau, donc le titre fait -4 avec sur la nouvelle. Donc c'est vrai que c'est un peu pénible. Et c'est pas une valeur isolée, quoi. Malheureusement, pour nous en tant que société européenne. Alain, si Donald Trump se permet à nouveau ce genre de menace aujourd'hui, c'est qu'il est quand même certain que son économie américaine est solide, tourne bien. Alors, il y a la question de la perception.
évidemment, dans les sondages, le taux d'approbation pour Trump est quand même très faible aujourd'hui. La perception de l'inflation est toujours très forte, je crois, chez les ménages. La perception autour du marché du travail est peut-être en train de se dégrader, mais quand on regarde les chiffres un peu durs qu'on peut avoir, il y a quand même encore une croissance nominale américaine qui reste élevée. Oui, absolument, mais c'est un équilibre extrêmement fragile parce que quand on regarde les données sur l'emploi, on est quand même en décélération. La croissance des salaires baisse également. Et puis la vraie question, c'est la stabilité ou la non-stabilité de l'inflation à moyen terme. Parce que inexorablement, il y a un moment donné où les profits des entreprises, les marges des entreprises ne pourront plus absorber la hausse des tarifs sur le marché américain, donc on va impacter directement les prix et la demande. Et en retour, si on a une Fed qui baisse les taux trop bas et les maintient trop bas trop longtemps, on va avoir beaucoup de volatilité sur l'inflation qui, on le sait par expérience historique, casse la croissance. Comment... c'est quoi le risque principal sur l'économie américaine là pour 2026, Jean-François? Le risque principal, ça reste quand même ce qui l'a énormément animé. C'est les investissements des méga caps de la technologie. Je dirais simplement que depuis qu'on a le boom un peu IA, l'économie américaine, finalement, c'est pas tant les stats type la consommation ou l'inflation qui ont joué beaucoup sur les marchés. On les a presque occultés. C'est la publication d'NVIDIA. Nvidia, c'était plus important que PMI. Et derrière, la proportion de... Enfin, je veux dire, c'est incroyable ce que ça représente pour l'économie américaine d'avoir ces dépenses en investissement. Donc déjà, ça va forcément avoir un impact matériel s'il se passe quelque chose là-dessus. Et même si on fait le parallèle côté indice action européen l'an dernier, il y a le secteur des bancaires, vous enlevez les banques, vous n'avez plus la même tête au niveau de la performance. Vous aviez donc on a eu des performances très concentrées en termes de segments. Pour l'économie américaine, ça a été un bénéfice clairement. Mais à voir ce que ça donnera là-dessus en 2026. Bon, a priori, ça devrait quand même plutôt bien se passer. On parle même d'élargissement, on commence à tirer un peu les fruits de ces investissements sur d'autres secteurs. Donc ça, je pense que ce sera un facteur quand même assez important pour 2026. Quoi. Je mise plus sur ces aspects-là que la volatilité de la politique. Je comprends. Bon, mais ça veut dire que le risque, d'une certaine manière, pour l'économie américaine, il est avant tout dans le marché. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un problème de prix ou de valorisation sur le thème de l'IA, sur les CAPEX qui sont déployés. Ça pourrait tout de suite gripper le bon déroulement du plan. Clairement, c'est systémique. C'est ça. Donc là, on part sur un autre niveau. Quoi. Et là, pour le coup, il n'y a pas de négociation qui peut s'embarquer. S'il y a quelque chose qui déraille, ça serait quand même plus compliqué, plus fondamental. Pas qu'il y ait un problème dans cette chaîne, effectivement, d'infrastructures. À un moment donné, il faut qu'on arrive à tirer les fruits de tous ces investissements. Oui. Nous, on voit deux risques sur le marché potentiellement US. Le premier, c'est l'effet richesse. N'oubliez pas, c'est quasiment 3 années consécutives de croissance de perf à plus de 20% les deux premières, 24, 25... Non, pardon, 23, 24, c'était plus de 20%, et l'année dernière, quasiment plus 15%, plus le Bitcoin, plus pas mal d'effets richesse, parce que je vous rappelle que c'est la proportion américaine qui consomme fortement et c'est de plus en plus réduite. Donc c'est vraiment cet effet richesse aussi, notamment lié à toutes les personnes qui travaillent dans les grandes sociétés d'intelligence artificielle ou technologique qui ont eu des revenus incroyables, donc qui ont beaucoup consommé. Donc voilà, donc c'est vrai que si à un moment ça se calme un peu dans l'IA, parce que les personnes consomment moins, et en plus vous avez un S&P qui baisse, votre effet richesse peut très vite se retourner, parce que normalement statistiquement, comme dit Jean-Pierre Pelletier, qui est vers l'économie, aujourd'hui, avec des taux aussi élevés et un PE aussi élevé, quand vous projetez votre rendement futur sur les États-Unis, il est négatif. Sur les prochaines années, il est négatif. Donc c'est vrai qu'il y a un risque qui est toujours... Bon, faut me dire là, toujours pareil pour 2006, l'effet richesse. Et c'est vrai. Et le deuxième, c'est peut-être le retour sur investissement, la productivité. Parce que la productivité aux États-Unis a été juste remarquable en fin d'année dernière, dans les 6 derniers mois. Mais ça n'a pas été que grâce à l'IA. C'était le cloud, c'était beaucoup de choses, beaucoup de marge d'entreprise. Et finalement, tout le monde attend que la productivité qui vient qui devrait arriver, parce qu'il y a un lien, et c'est vrai que si elle n'est pas au rendez-vous, ça pourrait aussi gripper la confiance du risque américain.
sur la Fed. Qu'est-ce que vous dites, Alain? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que le marché dit? Est-ce que le marché déjà s'inquiète réellement d'une Fed qui abandonnerait totalement son indépendance pour se jeter dans les bras du politique? Est-ce qu'on a des résonances de marché qui permettent de dire ça aujourd'hui? Alors, personnellement, je ne le pense pas, mais Non. je serais heureux d'entendre mes deux collègues. On parle beaucoup du debasement trade, on parle beaucoup de ces sujets-là, Voilà. fait, qui sont aussi motivés par ce risque de perte d'indépendance de la Fed. Il y a deux incertitudes, en fait. C'est par le passé, on a vu des gens qui étaient proches de l'administration, une fois nommés, ont joué le jeu de l'institution. Ouais. Et n'ont pas déstabilisé la conduite de la politique monétaire. Et puis, c'est un bon nombre de votants au FOMC, au Comité de politique monétaire de la Federal Reserve américaine, vont être changés, mais il y a encore les gouverneurs régionaux et notamment le vice-président qui est le président de la Federal Reserve de New York, John Williams. Qui est vraiment un ancre de stabilité. Oui. Donc, même du point de vue, je vais dire, macroéconomique, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments probants comme quoi on va avoir une perte totale et une Fed hors contrôle. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que dans les études historiques et empiriques, c'est que quand vous avez une fonction de réaction de la Banque centrale, où vous avez, comme la Federal Reserve, vous avez un objectif d'inflation et un objectif de croissance de l'emploi, historiquement, on a eu des périodes où on se focalisait on est plus attaché à l'un qu'à l'autre. Sur la croissance de l'emploi au détriment de la stabilité des prix. Et ça, on sait que ça a donné à moyen terme des modèles d'inflation assez erratiques. On m'a expliqué dans les watchers qui suivent un peu ces affaires de personnes aussi au sein des banques centrales, tant qu'on a un Chris Waller au bord des gouverneurs, par exemple, avec une forme de suprématie intellectuelle, en tout cas sur le plan économique, il n'y a pas beaucoup de raisons de s'inquiéter. Il sera sans doute pas président, on verra. Mais même s'il n'était pas président, un Chris Waller, au sein du board, fait partie des adultes dans la pièce qui sont capables de permettre à la Fed de garder une crédibilité. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faudra regarder, ça peut gérer de la volatilité transitoire, j'ai envie de dire, sur les marchés, c'est les effets d'annonce. On peut avoir des effets d'annonce assez négatifs, même si c'est pas appliqué, on aura quand même un impact sur le moral des investisseurs, au moins à court terme. Bon, on verra. Il y a encore l'affaire Lisa Cook, effectivement, qui n'est pas tranchée par la Cour suprême, et puis toujours un nom qui doit être dévoilé dans les prochaines semaines. Donc, on peut peut-être exclure désormais Kevin Hassett. Il reste Kevin Warsh, Rick Rieder, qui est le directeur de la gestion obligataire de BlackRock, et bon, Chris Waller, qui est quand même là, toujours présent également, et prêt à servir s'il le fallait. On le mesure comment, ce risque de perte d'indépendance de la Fed sur les marchés, Jean-François? Déjà, on le mesure au travers de la courbe de taux, notamment. On voit que toute la partie moyenne-longue est quand même un peu plus stressée que la partie très courte. Il y a aussi un pricing, une valorisation, on va dire, des anticipations de politique monétaire qui, quelque part, nourrit un peu le scénario que la Réserve fédérale devrait enchaîner des baisses de taux sur 2026. À partir de mai, quoi. À partir de fin mai, ça pourrait s'accélérer. Donc voilà, il est possible qu'il y ait un peu de déception aussi qui se fasse encore par des anticipations qui sont un peu trop... Mais est-ce que le marché dit la Fed pourrait pourrait sacrifier le contrôle de l'inflation? Est-ce qu'on voit des break-even qui dérapent? Est-ce qu'on voit ce genre d'anticipation à long terme d'un marché qui se dirait la Fed va sacrifier son objectif d'inflation? Sur les fondamentaux, non, il n'y a rien qui bouge. Donc, hormis le fait qu'on anticipe une politique monétaire un peu plus accommodante, on va dire, sur 2026, pour le reste, sur les fondamentaux, il n'y a rien qui justifie réellement d'avoir une Fed qui massivement baisse ses taux. Alors, il y a des théories qui commencent un peu à se nourrir sur le fait qu'il pourrait être un peu moins agressif sur les taux et commencer à faire du quantitative easing, qui permettrait de rebalancer l'histoire. Je pense que si on part dans cette thématique-là, pour le coup, c'est plus le risque de surchauffe
et d'emballement Ouais. sur les actifs risqués qui pourraient se matérialiser. Et donc le cas pour reprendre de la duration sur le marché obligataire américain, il n'est pas encore évident Chez aujourd'hui. Ofi on est encore à ne pas prendre de risques sur les parties longues. Ouais, je comprends. Sur les taux américains, on aime plutôt les taux anglais, donc qui sont un peu un autre scénario. Tout le monde considère qu'il y a de la valeur là sur les parties longues de courbe britanniques désormais. L'avantage de l'Angleterre, c'est qu'un, ils ont un budget par rapport à d'autres pays. Deux, ils ont une inflation qui est clairement sur le chemin de la baisse. Ouais. Et trois, les anticipations pour le coup sur la politique monétaire, pour le coup, sont assez elles ont l'air d'être plutôt derrière. Ouais. Donc, si on veut chercher de la duration dans l'univers des pays développés, quand on voit ce qui se passe au Japon, aux États-Unis et en France, l'anglais paraît être un îlot de tranquillité. De stabilité, bien sûr. En tout cas, l'Angleterre est toujours, je le dis régulièrement, un laboratoire à suivre et un pourvoyeur de leçons et d'enseignements pour le reste du monde quasi infini. Ces courbes qui bougent encore, ça a des impacts sur les marchés actions, forcément. Non, mais pour continuer dessus, c'est vrai que le nouveau, là, Kevin Arch, c'est vrai que lui, il est quand même moins dovish, donc on voit quand même le président Trump fait pas. Je crois qu'il a fait une carrière de hawk au sein de la Réserve fédérale américaine, donc on voit qu'il y a quand même tout au long où il a servi. Kevin Warsh. Donc c'est plutôt rassurant. Donc c'est pas l'autre Kevin qui était pour faire full baisse des taux et là où ça aurait pu être dangereux. Et surtout, le nouveau là, il est plus pour remonter la taille du bilan de la Fed. Je veux dire pour continuer de réduire le bilan de la Fed. Donc c'est plutôt rassurant et plutôt sain. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est que là, donc Trump serait si malin dans son jeu d'échecs permanent qu'après nous avoir dit qu'il fallait baisser les taux, être le plus accommodant possible, il mettrait un faucon éprouvé qui est plutôt contre le QI et qui n'est pas forcément convaincu qu'il faille baisser les taux de 300 points de base. C'est pour ça que nous, on pense qu'il y a quand même de la valeur dans les taux longs US. C'est vrai que tout le monde est short en ce moment dessus, en pensant que ça va arriver. Et comme nous, on pense que l'impact de l'inflation est plutôt transitoire, le problème, c'est qu'il en remet à chaque fois. Donc, pour l'instant, notre scénario, ça prend de plus en plus de temps. Et on pense que les taux longs US vont baisser. Tous les stratégies en début d'année, on dit qu'en fin 2026, l'inflation US devait être à 2%. Donc, voilà, nous, on trouve la valeur. Également, au UK aussi, on trouve de la valeur également chez nous. Et vous allez, je ne sais pas si vous connaissez cette stat que j'ai apprise ce matin, c'est que pour la première fois, il va y avoir un futur 30 ans aux US en février. Donc, normalement, c'est la première fois qu'on s'était pas couvrir. Oui, pour pouvoir se trader, faire la liquidité. Et quand c'est arrivé en Italie, les taux avaient un peu monté. Donc, si l'histoire se répète, quand les futurs fin février arrivent, les 30 ans japonais devraient un peu se tendre. Mais en revanche, on pense que nous, la courbe japonaise va s'aplatir. Donc, il y a la valeur à obtenir également sur 30 ans japonais. C'est un peu risqué en ce moment. Mais voilà pour... On verra. Il y a une petite échéance électorale que Sanae Takaichi s'est fixée elle-même, donc le 8 février prochain. Là aussi, je me réfère à nouveau à l'Angleterre. Mais Theresa May s'est sentie un moment très confortable dans les sondages, comme l'est aujourd'hui une Sanae Takaichi au Japon, pour au final convoquer des élections et perdre sa majorité. On verra ce qu'il en est pour la nouvelle première ministre japonaise, donc le 8 février prochain. Je crois que la date a été fixée pour ces élections anticipées au Japon. Revenons-en à l'Europe, Alain, et notamment cette idée de souveraineté, d'autonomie stratégique, dans ce qu'on vient de décrire, partant du Venezuela, en passant par l'Iran jusqu'au Groenland. On comprend évidemment la nécessité d'une Europe plus souveraine. Est-ce qu'on en prend réellement le chemin ? Est-ce que c'est une réalité au bout du chemin ou est-ce qu'on est encore dans quelque chose d'une mythologie européenne ? Alors, je pense que c'est entre les deux, j'ai envie de dire. C'est que sur le principe, tout le monde est d'accord qu'il faut être solidaire et se renforcer au niveau des souverainetés digitales et énergétiques en particulier, climatiques aussi. Maintenant, il faut, pour mettre les moyens ensemble et savoir qui va payer pour le plan, il y a énormément de divergences. Donc, je crains malheureusement qu'à court terme, on ne voit pas beaucoup d'avancées du côté européen. Et donc, ce sont des efforts fiscaux et budgétaires qui vont être avant tout individuels, c'est ça, pour les pays qui ont la place de le faire ? Oui, enfin, nous, dans nos prévisions, c'est notre hypothèse de base. Ouais. Bon, et... parlons de l'Allemagne alors spécifiquement.
qu'est-ce qu'on peut attendre comme croissance allemande en 2026 et au-delà, générée par le plan allemand, Alain? On en a déjà régulièrement parlé, mais est-ce qu'il y a des estimations à mettre à jour de ce point de vue-là? Nos derniers calculs font ressortir qu'on devrait avoir un point de croissance supplémentaire en Allemagne à la croissance du PIB grâce au plan d'investissement en infrastructure et de dépenses militaires, ce qui pousserait la croissance du PIB allemand à 1,3%. Contrairement après 0,2, oui, bien sûr. petit 0,2 cette année. Enfin en 2025, 1,3 en 2026. Là où on est beaucoup plus prudent, c'est à horizon 2027, puisque la coalition du gouvernement allemand est quand même une coalition faible. Et selon nos calculs, si la coalition actuelle ne parvient pas à négocier avec le Parlement une revalorisation du frein à la dette qui a dans la Constitution, qui est 0,35% du PIB, eh bien, ce qui dépense d'un côté, ils vont devoir le consolider de l'autre côté, parce qu'avec le vieillissement de la population, on a un déficit, mais croissant, tendanciel, de la sécurité sociale. Donc, c'est un point assez important. Et là, le vrai test, ça va être en fin d'année, les élections régionales, notamment le Baden-Württemberg, qui est assez riche et industriel. Si la coalition actuelle, et notamment les gouvernements en place, les partis au sein de la coalition perdent les élections au profit de l'AfD, je pense que la discussion 2027 sera extrêmement compliquée. Bon, Merz qui a déjà consommé peut-être une bonne partie de son capital politique, effectivement, depuis le mois de mars. Est-ce que dans le jeu des prévisions, est-ce que ce qui fonctionne bien en Europe va continuer de bien fonctionner? Et ça peut être alors le thème de l'investissement, mais ça peut être aussi des thématiques géographiques. On a beaucoup parlé de l'Espagne, Portugal aussi, qui sont un peu les poster child de l'Europe, qui ont traversé un assainissement très profond et qui aujourd'hui se retrouvent un peu leader de la croissance. L'Italie aussi. Est-ce que ces pays-là continuent quand même d'être un soutien à la croissance européenne là devant nous? Oui, mais alors avec une stabilisation à un niveau de croissance très confortable, aux alentours de 2% pour l'Espagne et le Portugal. On est plus mitigé sur l'Italie, puisque l'Italie a beaucoup utilisé les fonds européens pour une stimulation de court terme de la demande, de la croissance, mais pas forcément générateur de profits futurs. Donc on revient à 1% de croissance à horizon 2026-2027 pour l'Italie. Et la grosse faiblesse des pays comme l'Allemagne et la France, c'est la méfiance des consommateurs, avec une croissance par rapport aux belles années 2014-2019 qui a été divisée par 2, et un taux d'épargne qui atteint des sommets historiques. Donc, et ça, c'est un peu le reflet des incertitudes quant aux conditions du marché du travail, mais aussi le reflet d'une fragilité politique dans ces deux pays. Comment, en termes de stratégie de marché, d'investissement chez Ophi Invest, Jean-François, quels sont les choix que vous faites, que vous avez envie de faire là, en ce début d'année? Est-ce qu'il y a des choix qui se font, enfin une continuité par rapport aux tendances observées en 2025, ou est-ce qu'il y a des choix qui peuvent être différents aujourd'hui? Chez Ophi Invest, le positionnement qu'on a pour ce début d'année, c'est quand même un positionnement qui est plutôt constructif sur les actifs risqués. Donc on est toujours long action. Sur les approches un peu plus sectorielles, on aime toujours les financières, parce qu'il y a la fameuse pente des taux qui est quand même quelque part toujours là. On a aussi côté financière américaine tout l'aspect de dérégulation qui va arriver. Qui va être aussi un soutien pour 2026. On aime bien aussi tout ce qui est basic resources, matériaux de base, qui profite un peu du boom qu'on a sur cette classe d'actifs là. Il y a une corrélation très franche entre ce qu'on voit sur les marchés spot de matières premières, métaux, et les producteurs. Ça commence à se voir depuis un bon sur le plan boursier, ça suit quand même le mouvement. Oui. Après, en termes de gisement, on est plus sur le gisement listing, on va dire anglo-saxon, parce qu'il y en a pas mal qui sont listés sur le marché anglais. Après, on aime assez bien la thématique de dire que côté IA, on va commencer à basculer un petit peu de tout ce qui est on va dire les Max 7, qui va commencer à se diffuser sur les premiers adopteurs type le secteur financier, qui devrait être un des premiers à pouvoir en profiter. Et il y a également tout le secteur pharma américaine, biotech,
qui, là aussi, devrait en profiter. Donc, le gisement un petit peu plus small et mid aux États-Unis. Après, on reste toujours un peu à l'écart du dollar. Et bien sûr, chez Ophi Invest, il y a aussi une forte expertise matières premières. Donc bien sûr, il y a des fonds dédiés aux ressources stratégiques précieuses ou stratégiques pour la transition, c'est ça. Exactement. Ouais. La dimension asiatique aussi, alors qui était une source de performance. Sur l'Asie, alors on a des positions sur les tech asiatiques, chinoises. Qui est là aussi une autre manière de jouer la thématique. On va voir DeepSeek aussi qui va avoir un nouveau modèle qui va arriver. Donc on va voir les effets que ça donne, si c'est les mêmes effets qu'en début d'année. Que le premier, oui. Oui. Pareil, DeepSeek qui fête ses 1 an, je crois que c'était à la veille de l'investiture de Donald Trump, que le modèle avait été sorti dans les médias, en tout cas que le modèle avait été médiatisé. Chez Gay-Lussac Gestion, quels sont les choix de ce début d'année, notamment dans l'univers small et mid? Est-ce que là, il y a un momentum qui s'est vraiment mis en place? Je sais que vous aimez bien, et c'est un secteur riche et profond en France, le secteur des logiciels. Là aussi, très en retard. Qui a pas mal souffert. Bah ouais. On essaie d'être constructif, parce que ça fait vraiment 3-4 années qu'il y a eu pas de croissance de bénéfices par action. C'est vrai que l'année dernière, ça commence à aller mieux. Il y a eu un re-rating des small caps, un peu arrêté au milieu de l'année, parce que le plan allemand me prenait plus de temps. Mais c'est vrai que pour la première fois, au moins les small caps ont arrêté de sous-performer. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. Donc maintenant, pour cette année, normalement, pour la première fois, on devrait avoir des bénéfices par action qui repartent à 2 chiffres. C'est vrai que pour les large caps, on pense que c'est plutôt 8, mais bon, on verra. C'est vrai que ça fait pareil. Dans les large caps, il n'y a pas eu beaucoup de croissance des bénéfices par action. C'était plutôt un rating du PE. Donc voilà, on est prudemment optimiste. Tout dépendra notamment du fameux plan allemand. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de sociétés qu'on voit en disant oui, alors ça sera S2 2026, si ce n'est 2027, les premiers impacts bénéfiques du plan allemand. Donc c'est vrai que comme disait Alain, si finalement ils s'entendent pas, donc j'espère que ce sera pas un énième faux départ. Donc voilà, les étoiles sont en train de se raligner. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les différents stratégistes qu'on voit sont unanimement bulles sur un peu les mêmes thématiques, la value, les bancaires, on a parlé de la défense. C'est vrai que ça a eu un très très fort rallye de début d'année, notamment avec le Venezuela. Mais voilà, nous on pense que, voilà, comme ça, quand ça se passe, s'il y a un tout petit peu de rotation légère vers les valeurs, peut-être qui ont beaucoup d'hérité, notamment les valeurs de qualité, vous savez, qui ont beaucoup de visibilité. Ça fait 2 ans qu'elles ont connu un fort de rating, notamment avec la remontée des taux, donc c'est un peu normal. Mais voilà, là, comme vous avez compris... Il y a eu des exagérations, sans doute, vis-à-vis de ce style, qualité, croissance, visibilité. Comme d'habitude, jusqu'en 2021, ça avait été trop poussé à la hausse avec les taux négatifs. Et là, pareil, avec la remontée des taux et la rotation vers les valeurs cycliques, value. Aujourd'hui, quand vous regardez le ratio cyclique sur défensive, vous êtes all-time high, vous êtes vraiment au plus haut du plus haut. Donc voilà, donc je pense que petit à petit, il y a une rotation sectorielle qui s'est faite un peu comme l'année dernière sur des Magnificent Seven vers le reste du S&P. Si vous regardez le S&P coup pondéré commence plutôt bien, le Russell 2000 surperforme également le S&P. Donc est-ce qu'on a un énième faux départ et les Magnificent Seven est-ce que c'est juste le début d'année, quoi? Voilà. Donc voilà, je pense que s'il y a une petite rotation vers des très belles valeurs de qualité qui ont été délaissées depuis 2 ans, notamment dans notre scénario, on pense que les taux longs vont enfin se remettre à baisser le jour où Trump arrêtera sur les tarifs tarifaires. Donc voilà, ça c'est un peu notre scénario. Donc après 2 années de très forte sous-performance sur le style, j'espère que les étoiles se réalignent sur cette classe d'actifs et ce style de gestion. Alain, qu'est-ce qui caractérise la stratégie ou la philosophie d'investissement Natixis CIB pour cette année 2026? Est-ce que vous plaidez, vous aussi, pour une déconcentration des performances en dehors de quelques poches qui ont très bien fonctionné, bien sûr, sur les marchés américains ou sur nos marchés? Et est-ce qu'il y a de la place, justement, pour que le marché s'intéresse à d'autres secteurs, valeurs, sujets, thèmes? Alors oui, je pense aussi, et je rejoins ce qui vient d'être dit au niveau en cross-asset, allocation cross-actif. Il y a notamment une partie de l'investissement qui peut se jouer sur la partie longue et la repentification de la courbe. Oui. Ouais. Bon, stratégie de pontification, on est toujours quand même un peu dans ce schéma-là aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à vous 3 d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Jean-François Fossé, le directeur de la gestion multi-active d'Ophi Invest AM, Alain Duré, chef économiste Europe de Natixis CIB, et Louis Defels, DG et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion.